Mesdames et messieurs, les élèves de la 5e vous souhaitent la bienvenue à leur journal télévisé transmis comme tous les soirs à 20h. Bonsoir Emilia, prête pour cette nouvelle émission? Bonsoir Théo, bien sûr, mais voilà, toute prête. Nous voici donc avec les principales informations et reportages d'aujourd'hui. Japon et les dégâts nucléaires. La radioactivité sur la planète. Hydrogène de 100%. La découverte de la planète JC581G. Les vidéocapsules dans la médecine. La rougeole. Le recyclage. Le pétrole et son avenir. Les cantines scolaires et leur menu. Obama, réélection. Le personnel expatrié et détaché. Le bullying. Très touché par les graves problèmes survenus cette année au Japon, notre classe a décidé de se renseigner un peu plus sur ce sujet. Paul et Fronin, à vous. Bonsoir Théo, bonsoir Emilia. Voici Paul qui va nous éclaircir quelques doutes sur le thème de l'énergie nucléaire. J'ai à côté de moi, dans le studio, le père d'un camarade de classe, Simone, qui va nous éclaircir quelques doutes. Monsieur, bonsoir, vous êtes ingénieur. Pourriez-vous nous dire comment produit-on de l'énergie en général? Merci beaucoup pour m'inviter. Donc, je peux te dire qu'en général, l'énergie, pour fabriquer l'énergie, tu as besoin de faire tourner un dynamo. Donc, à partir de ça, tu peux le faire tourner de différentes manières. Une d'elles, c'est par exemple avec de l'eau. Une autre façon, c'est par exemple faire une combustion. Donc, tu peux combustionner du charbon ou du pétrole. Et aussi, tu peux faire une réaction chimique. Croyez-vous que le Chili a besoin des centrales nucléaires pour produire encore plus d'énergie? Je ne suis pas sûr si seulement une centrale nucléaire, mais d'abord, je te dis, le Chili a besoin de plus d'énergie. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, le Chili faisait de l'énergie à partir du gaz qui venait de l'Argentine. Et ce gaz, il est fini. Donc, le Chili maintenant produit de l'énergie, pas à partir du gaz d'Argentine, mais à partir du pétrole. Le pétrole, c'est cher et il y a beaucoup de contamination. Et merci monsieur, et à une prochaine rencontre. Théo et Emilia. Et maintenant, Simone et Marina nous parleront un peu plus sur la France et de la façon dont elle protège l'eau face aux dégâts nucléaires. Bonsoir Paul, bonsoir Marie-Ignacio. Nous nous sommes renseignés donc sur ce thème et nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, qu'après les fuites radioactives de Fukushima, les déchets radioactifs font non seulement le tour du Japon, mais aussi le tour de la planète entière. Tu savais ça, Marie-Ignacio? Oui, Simone, bien sûr. La France a cependant su réagir et a pris des mesures pour contrôler les dégâts nucléaires. D'abord dans l'eau superficielle qui alimente les lacs et puis dans les retenues d'eau. Ceci dans le but de protéger l'eau potable. Mais je voulais te raconter aussi que je discutais avec M. Chaperon, professeur de physique dans notre école, et je lui ai demandé deux choses. Qu'est-ce que la radioactivité? Et si au Chili on doit avoir peur de la radioactivité dans l'eau par exemple? Il m'a dit que la radioactivité sont certaines matières qui émettent des rayonnements dangereux pour les êtres vivants et qu'au Chili on... Merci d'avoir accepté ce entretien. Merci à toi Pablo. Merci d'avoir accepté ce entretien. Me voilà avec Julia qui avec Pascal ont fait une découverte surprenante. Julia? Bonsoir Michaela. Eh bien, malheureusement, c'est pas nous qui avons découvert quoi que ce soit. C'est plutôt Steven Bock qui, avec d'autres astronomes, ont découvert cette nouvelle planète. Il s'agit de Gliese 581G. Et cette planète a été découverte en septembre 2010, depuis l'observatoire de la Silla au Chili, mais aussi depuis l'observatoire cité à Hawaï. Steven Bock a déclaré qu'il était sûr à 100% que la vie existe sur cette planète. Pascal? Bonjour Julia. Eh bien, je vais parler ce soir avec Jean-Philippe Berger, un astronome français qui travaille dans le nord du Chili, plus précisément dans l'observatoire ESO. Il est père de Lucie, Axel et Clara, notre camarade de classe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Pascal. Dites-nous d'abord, comment est-ce qu'on devient astronome? Alors pour devenir astronome c'est un métier de chercheur qui suppose des solides connaissances en mathématiques et en physique. Alors avant de devenir astronome, il faut d'abord étudier ça pendant à peu près 5 ans. Acquérir ces notions fortes de mathématiques et de physique, et puis après on fait un doctorat en astronomie, et après son doctorat en astronomie, on est considéré comme un astronome, et donc on peut faire de la recherche. D'accord. Et où se trouve l'observatoire ESO? Alors l'observatoire ESO, l'ESO possède 2 observatoires, un qui se trouve près d'Antofagasta, qui s'appelle l'observatoire Paranal, et l'autre qui se trouve près de la Serena, et s'appelle l'observatoire La Silla. Et que veut dire ESO? Alors, ESO veut dire European Southern Observatory, observatoire européen austral.
Et c'est un observatoire, c'est le plus grand observatoire du monde qui a été construit par 14 pays européens. D'accord. Julia nous avait dit tout à l'heure que les scientifiques ont découvert une nouvelle planète où les espérances de vie seraient de 100%. Êtes-vous d'accord avec ce pourcentage si optimiste? Alors je pense que M. Vogt a commis une erreur en affirmant qu'il était sûr à 100%, parce que pour être sûr à 100% de quelque chose, il faut l'avoir vu. Alors M. Vogt n'a pas vu la vie, n'a pas détecté la vie, et en plus, la planète qu'il avait cru trouver n'existe pas, comme ça a été confirmé plus tard par des collègues qui ont travaillé ici au Chili. Bon. Mais si la vie serait possible dans une autre planète, seriez-vous prêt à faire vos valises et partir y vivre avec toute votre famille? J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, si je devais aller sur une des planètes que l'on découvre, ça prendrait plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'années. Et donc, en fait, je ne la verrais pas. Je mourrais avant, et mes enfants mourraient, et mes petits-enfants mourraient avant qu'on arrive sur la planète. Donc, j'aimerais beaucoup, mais ce ne sera pas possible. Merci Jean-Philippe, et bon retour aux étoiles. Et toi, Julia, toujours sur cette planète? Et oui, Pascal, toujours les pieds sur terre, comme on dit. Maintenant, directement de la grille 580G au colon humain. Reportage fait par Daniela Paulina. Bonsoir Paulina, Daniela. Bonsoir Julia. Voici une information qui constitue une révolution dans le monde de la médecine, les vidéocapsules, qui permet d'examiner l'intestin grêle. Ces appareils sont utilisés depuis une dizaine d'années dans différents pays, mais n'arrivent que maintenant en France. Maxence? Oui, Paulina. Tu sais qu'en 2011, la France était victime de plusieurs cas de rougeole. 3700 cas ont déjà été déclarés en janvier-février et déjà 3000 en mars. Selon les lieux les plus touchés sont les foyers familiaux, les maternités, les hôpitaux et les écoles. Le réchauffement de la planète inquiète tout le monde et le recyclage semblerait important pour économiser l'énergie et diminuer ainsi la pollution sur la planète. Réutiliser les matériaux pour avoir moins de déchets est la nouvelle consigne. Ignacio. Oui, je sais, mais celui qui en sait sur tout cela est M. Cubillos, père de notre camarade de classe, Marie Ignacia. Bonsoir Augusto, où travaillez-vous? Bonsoir Ignacio, je suis partenaire de Biologistica. C'est une entreprise qui vend et qui produit des bioplastiques. Ils sont des plastiques qui ne proviennent pas de pétrole, ils viennent de la nature. Quand vous les jetez, les microbes le mangent. C'est la biodégradation, que c'est le recyclage de la nature. Alors le verre que vous avez dans la main, il n'a pas une seule goutte de pétrole? Non, il vient des sucres des plantes. Et le Chili fait des progrès au niveau du recyclage? Oui, peu à peu, les Chiliens comprennent l'importance du recyclage. Il n'a pas de sens d'enterrer notre déchet si nous avons la chance de séparer, recycler et de cette façon protéger la nature et ne contaminer pas. Et comment nous pouvons nous aider? Vous pouvez aider en séparant vos déchets, en porter à les points de collection. Merci Augusto. Et bien surprenant, un gobelet en plastique qui n'a pas une seule goutte de pétrole. Et bien voilà justement Agnès qui nous parlera un peu plus sur l'or noir. Alors Agnès, il paraît que le précieux liquide noir a ses jours comptés? Bonsoir Clara. Eh oui, tu n'as pas tort. Car dans 49 ans, il pourrait ne plus exister de pétrole exploitable sur Terre. Voilà une information qui ne nous laisse pas indifférents. En effet, d'ici l'année 2061, il n'y aura que ces substituts tels que les biocarburants et le pétrole de synthèse obtenu à partir du charbon. Et maintenant, je vais me chauffer avec ma Toyotomi. Autant profiter. Tu viens avec moi, Sophie? Merci Agnès, c'est gentil, mais le travail c'est le travail. Et maintenant, avec un sujet un peu plus appétissant, si vous n'avez pas trop faim, vous résisterez au reportage de Clara et Nicoletta qui nous parleront sur les cantines scolaires et leur menu. Eh oui, beaucoup de gens mangent à la cantine, mais il y a un problème. Le ticket a augmenté de 3%. Il est maintenant à 5,50 €. Et le prix augmente. Les Français trouvent cela plutôt cher. Mais que mange-t-on dans la cantine de notre lycée? La nourriture est-elle saine? Est-elle variée? Mange-t-on plutôt bien ou plutôt mal? Pascal nous donnera son avis. Pascal? L'alimentation dans la cantine est plutôt variée. Tu sais Clara, avant il y avait une barre de salade qui maintenant est à la cafétéria. Et maintenant, qu'est-ce que tu prends dans ton plateau? Je prends souvent des pâtes
le plat principal avec un dessert comme un fruit et puis j'ajoute l'ensalade. Ok, et combien coûte ton ticket de cantine? 1900 pesos. Trouves-tu ce prix approprié à la nourriture qu'on te sert à la cantine? Pas tellement, je trouve ce prix plutôt cher. Oui, c'est vrai, c'est bien pour ça que autant d'enfants préfèrent manger leur coca-vie plutôt que d'aller à la cantine.